Euh, J'espère que vous allez bien. Pour rappel, la dernière fois, nous avions engagé une série sur les difficultés que rencontrent les sophrologues lorsqu'ils se lancent. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle série et qui porte sur l'hypersensibilité chez les HPI. Donc là, j'invite les différents participants. J'espère qu'ils nous rejoindront bientôt. Donc, je disais que la dernière fois, nous avions parlé des difficultés que rencontrent les sophrologues à leur début. On a beaucoup insisté sur plusieurs paramètres. Et là, ah, Romain, Salut Aubin, ça va? ça va et toi? Très bien, très bien. Euh, les autres, est-ce qu'ils peuvent? Normalement, les invitations sont parties. Hop, mode. Ah, Valentin. Le Romain, comment tu vas? Salut Valentin, ça va et toi? Ça y est. Ça va, ça va. Salut Maud. Bonjour tout le Bien, monde. Tout le monde va bien? bonjour. Ça va et Oui, oui. toi? Ça Ça va? va. Eh ben dis donc, ça fait du monde. Il y en a qui Ça sont fait plus du monde. équipés que d'autres. Il y en a qui ont Ah, besoin d'entendre mieux que d'autres. euh, go, c'est bien, c'est bien. On va pouvoir commencer du coup. Juste pour rappel, je disais que dans la première série, on avait abordé des sujets qui tournaient beaucoup autour de la difficultés que rencontrent les sophrologues dans leur professionnalisation. Et là, on passe à une deuxième série qui est l'application de la sophrologie à des problématiques beaucoup plus réelles. Et voilà, l'une d'entre elles, c'est l'hypersensibilité chez les HPI. C'est ce dont on parlera. Je propose de faire le traditionnel petit tour de table où chacun se présente un peu avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Je vais d'accord. Ok. Ben, bon. C'est l'honneur aux filles. Ah, Exactement. Alors, Maude, taille. Je suis sophrologue et hypnothérapeute. Je suis installée dans les Yvelines, j'ai 35 ans, je suis maman et en fait je me suis intéressée au sujet des personnes HPI et hypersensibles parce que moi-même hypersensible et maman d'un petit garçon HPI hypersensible. Donc forcément la question est venue à la maison, puis en fait on se rend compte qu'elle vient de plus en plus aussi au cabinet. Ce qu'on se disait avec Romain, c'est qu'une grande partie des gens qui viennent consulter s'ignorent mais sont hypersensibles et que finalement on en parle beaucoup mais on ne sait pas vraiment ce que c'est et on ne sait pas quoi en faire hmm. surtout. Donc voilà pourquoi on s'oriente beaucoup sur ce sujet-là en ce moment et pourquoi j'ai choisi moi aussi de m'y orienter. On va? Bon, je continue du coup. Du coup, Romain Leclerc, sophrologue dans le 95 à Pontoise exactement. Et puis, un peu comme Maud, c'est-à-dire que moi j'ai découvert très récemment aussi. Alors, j'ai pas découvert mon hypersensibilité, mais j'ai réussi à mettre un mot dessus.
et de comprendre un peu tous les enjeux. Ça m'a quand même pas mal éclairé sur qui j'étais. Et j'ai découvert ça assez récemment. Et puis, effectivement, la plupart des personnes que je reçois ici en cabinet, je dirais 90% en fait, sont soit des hypersensibles déclarés, soit des qui s'ignorent. Et voilà, l'idée, c'est pas tant de travailler avec eux sur qu'est-ce que ça veut dire, mais plutôt qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Et ça va être un peu l'objet de notre discussion aujourd'hui, donc je ne vais pas trop en dire. Suspense. C'est ça. Bon, j'imagine que c'est à mon tour. Bon, en tout cas, moi, je voulais vous dire, ça me fait plaisir de vous retrouver dans ce live, parce qu'on s'était vu déjà de façon individuelle il y a quelques temps, et ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Partagé. Pour ma part, du coup, Valentin, j'ai 26 ans et je travaille avec Aubin depuis un moment sur le projet, ou plutôt sur l'entreprise Grillage Mind. On aide les personnes qui le souhaitent à s'auto-réaliser et on les aide au travers du coup de plusieurs choses, de logiciels, de formation, d'accompagnement, mais aussi de création de contenu et bientôt de livres. Voilà. Good, good. Juste pour compléter la présentation de Valentin, la même, Aubin, 31 ans. Concrètement, en fait, la vision de Grashman, c'est d'aider les gens à atteindre l'épanouissement intérieur. C'est un mot qu'on oublie de plus en plus. Et de se dire que finalement, pour atteindre l'épanouissement intérieur, on doit être capable de mener à bien les projets personnels qui dorment en nous depuis longtemps. Et la problématique était simple, c'est comment ça se fait que même quand on sait ce qu'on doit faire, on traîne à le faire. C'est assez con. Et on s'est donc rendu compte que bon, pour approcher avec des solutions qui marchent dans le contexte réel, il fallait comprendre en fait plus en profondeur comment est-ce que les gens fonctionnent pour personnaliser les outils aux besoins. Et c'est comme ça qu'on en arrive à, entre guillemets, s'intéresser à tout ce qui gravite autour de la thérapeutique, de la personnalité et tout, notamment les HP et tout. Ok, donc comme je disais, le thème c'est l'accompagnement de l'hypersensibilité chez les HPI. Donc je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a de l'excitation. Je me permets de lancer les hostilités avec la première question qui est, pour toi Romain, qu'est-ce qu'un HPI? Eh ben, c'est une personne comme toi et moi, pour commencer. À la seule différence, c'est que les. En fait, ce qui va définir le côté HPI, donc haut potentiel intellectuel, ça va être avant tout un QI. En fait, c'est comme ça que ça va être déterminé si on est HPI ou non. C'est par un test qu'on ira passer chez un psychologue spécialisé habilité à faire passer ce genre de test. Donc, il y en a deux. J'en ai trouvé un troisième, mais il me semble qu'il n'est pas, mis en œuvre en France. Mais il y en a deux qui sont très connus. C'est le WISC et le WAIS. Bon, après, peu importe le nom, mais il y en a un qui est dédié plus aux enfants, le WISC, et l'autre aux adultes, le WAIS. C'est des tests psychométriques et dedans, on va venir évaluer en fait la capacité de raisonnement, la vitesse de traitement d'une information. Enfin bon, il y a plusieurs items à venir traiter et l'idée c'est de quantifier l'intelligence de la personne en fait. Ceci dit, ces tests, donc il y a des tests, une partie psychométrique, mais il y a aussi une partie évaluative du psychologue sur la personnalité de son patient. Et c'est l'ensemble finalement qui va déterminer si tu es ou quelqu'un est HPI ou non. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question du coup. Non, si, c'est pas mal du tout. Okay. Ce qui m'amène à une deuxième, c'est quand on n'est pas HPI, comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne l'est pour pouvoir peut-être interagir et dialoguer d'une meilleure manière? Le HPI, ça se voit pas. Ok. C'est pas le HPI qui se voit. C'est en fait, ce que ça implique derrière.
C'est D'accord. exactement ça, ouais. Maud, elle a raison, en fait, c'est plein d'autres éléments. Le QI, tu ne pourras le voir ou le quantifier qu'en passant un test. Si tu croises une personne dans la rue, c'est pas l'intelligence de la personne que tu vas percevoir en premier, c'est d'autres choses. Et c'est là qu'interviennent les neurosciences. Donc, pour savoir si on est HPI, il y a effectivement un test. Enfin, plusieurs, mais on peut passer un test. Après, on a étudié maintenant ce que ça a impliqué au niveau. Enfin, pourquoi est-ce qu'on devenait HPI et pourquoi surtout on ne le devient pas, mais on l'est de naissance. C'est qu'il y avait beaucoup d'idées reçues. Les HPI, c'est des gens qui sont tout le temps en train d'apprendre, c'est un peu des gens avec qui on bourre le cerveau. En fait, non. Le cerveau des HPI, il est comme ça dès la naissance. Maintenant, on le sait parce qu'on a fait des tests par IRM. C'est un cerveau qui a beaucoup plus de connexions entre les deux hémisphères et à l'intérieur des hémisphères aussi. Il y a beaucoup plus de connexions neuronales. Alors pour rentrer un tout petit peu dans le détail, mais on ne va pas se noyer non plus là-dedans, mais la gaine même de myéline est plus épaisse, ce qui favorise le transport des informations. Il y a un déficit aussi, parce qu'il y a aussi des déficits d'inhibition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. En gros, c'est un cerveau qui capte beaucoup plus, qui traite beaucoup plus, mais l'intelligence, comme on l'entend, elle est potentielle. C'est bien pour ça qu'on dit HPI. C'est-à-dire que pour que tout ça donne du résultat, bah, il faut l'entraîner, il faut jouer sur la plasticité du cerveau. Effectivement, après, c'est à nous d'en faire quelque chose. Mais au départ, c'est déjà un cerveau qui est différent. Et ces différences-là, elles impliquent, du coup, par manque de filtre, une hypersensibilité. Et c'est là-dessus qu'on peut jouer. On ne joue pas sur le côté HPI qui est de naissance. Par contre, sur l'hypersensibilité, oui. Le fait qu'il n'y ait pas de filtre, ça fait qu'on perçoit le monde de façon beaucoup plus pointilleuse. On perçoit tous les détails. On filtre pas, donc on reçoit tout un peu comme une vague. Et c'est ça l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, c'est pas une pathologie, c'est une construction neuronale. C'est un trait de Ça, personnalité. c'est C'est assez différent parce que quand on parle de HPI tel que c'est formalisé, on se dirait que, ils ont des facilités partout, en fait, et que, on ne voit pas la partie qui explique le trop plein d'informations. Ça dit que finalement, ils sont victimes d'eux-mêmes. ça, exactement. C'est un potentiel. S'il n'est pas utilisé, ça peut être compliqué. Et Il y a, il y a- vas-y, Romain, pardon. Ah, pardon, ouais, non, excuse-moi. Il y a beaucoup de HPI qui, avant de passer un test, on leur dit, mais à l'école, tu t'en sortiras jamais, qu'est-ce que t'es nul, tu comprends rien, C'est pas qu'ils comprennent rien, c'est pas qu'ils sont nuls. C'est que le sujet qui est abordé, de un, ne les intéresse pas, de deux, la personne qui leur apporte le sujet ne les intéresse pas, de trois, et en fait, c'est toute cette masse d'informations qui font que, bah, scolairement, un HPI peut être très mauvais, Très vite en échec scolaire. très vite en échec scolaire. Ceci dit, s'il tombe sur les bonnes personnes avec les bons contenus, il peut être très performant. En fait, c'est pas tant la capacité de la personne de manière cognitive, c'est la part émotionnelle. Et c'est pour ça que du coup, je rejoins Maud. Quand en sophrologie, on dit sur le côté HPI, on va travailler l'hypersensibilité et pas l'intelligence en fait. On ne peut pas modifier une intelligence, en tout cas l'intelligence. Par contre, on peut jouer sur l'hypersensibilité pour utiliser de manière pleine son Le potentiel. potentiel. Voilà. C'est une façon un petit peu détournée pour atteindre justement ce potentiel, si je comprends C'est bien. ça. Quand tu arrives Bah à oui. bien gérer ton hypersensibilité, du coup, tu peux développer ton potentiel de HPI. L'hypersensibilité, ça peut être à la fois un moteur, mais aussi un frein ou une barrière, tu vois. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à l'utiliser correctement, ça peut être un super pouvoir, hein, l'hypersensibilité. Hein. Ça peut être très aidant, mais il faut savoir s'en servir de manière juste, parce qu'effectivement, après, ça peut te bloquer si tu l'utilises pas correctement. Ah ben, franchement. Mais du coup, depuis on parle d'hypersensibilité, c'est quoi concrètement? Comment est-ce qu'on reconnaît? C'est quoi les critères pour reconnaître que quelqu'un est hypersensible? Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a pas de test. C'est pas quelque chose de très figé. D'ailleurs, il y a plein de courants entre des philosophes, des scientifiques qui parlent de l'hypersensibilité très différemment. Donc,
On a fait un peu un tri des choses qui revenaient le plus souvent. C'est pas une liste exhaustive, mais ça peut déjà aider à se reconnaître. Il y a aussi une notion qui est importante, c'est que tous les hypersensibles sont différents. Il n'y a pas une hypersensibilité, parce que vous allez voir que les expressions de l'hypersensibilité sont assez larges et variées, et donc on n'est pas obligé de tous les avoir, et on n'a pas tous exactement les mêmes. Je vous les liste, et puis après on va les détailler un par un, et on verra comment on peut agir dessus. La première Ok. chose, c'est dans le titre, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est pas l'hyperémotivité, parce que ça souvent c'est confondu. La sensibilité, c'est vraiment les 5 sens. C'est-à-dire qu'on peut être sensible à l'odorat, à la vue, au toucher. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment un ou plusieurs de nos 5 sens qui sont extrêmement développés, très envahissants. Le deuxième élément, là, c'est l'hyperémotivité. C'est qu'effectivement, on peut avoir des émotions qui nous dépassent. On réagit parfois de façon excessive ou incontrôlable. C'est la sensation qu'on peut avoir. Comme si on réagissait avec une émotion alors que ça n'a pas de raison d'être à ce moment-là. Il y a l'empathie, bien sûr. L'hypersensible ressent ce qu'on disait, il n'a pas de filtre. Donc, il ressent les émotions des autres. Donc, ça peut être bon comme ça peut être très envahissant. Au niveau social, ce qui ressort des hypersensibles, c'est une difficulté à trouver sa place par rapport aux autres. Beaucoup se sous-estimer, se dévaloriser, à être toujours en suradaptation, à mettre même ce qu'on appelle un faux self. C'est une notion qu'on entend beaucoup, à ne pas être vraiment soi-même parce que on ne devrait pas vraiment être soi-même parce qu'on est un peu bizarre. Les mots qui ressortent en consulte, je me sens pas à ma place, je me sens bizarre, je sens que les autres sont mieux. Ça peut s'exprimer aussi au niveau de la créativité, pas forcément des loisirs créatifs, hein, mais d'avoir la capacité d'inventer, de créer, de développer des choses, d'avoir des idées parfois un peu folles, mais souvent les inventeurs sont des hypersensibles. Et puis au niveau cognitif, c'est le dernier élément qu'on a sélectionné, bah, c'est cet esprit, alors j'aime bien l'expression, je la trouve assez visuelle, avoir un esprit popcorn. C'est-à-dire que quand il y a une idée qui arrive, ensuite ça fait ça part dans tous les sens. Donc c'est compliqué pour un non hypersensible de comprendre le raisonnement d'un hypersensible. C'est pas forcément très ordonné, c'est très intuitif. Il y a une grande part d'intuition chez l'hypersensible. Voilà, donc on a 6 éléments. Et ces 6 éléments sont pas. Enfin, vous pouvez en avoir plusieurs, il faut en avoir une majorité quand même pour se dire hypersensible, mais vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Et puis ils sont plus ou moins forts. Voilà. Eh ben, Vous merci vous beaucoup retrouvez un pour peu. tous ces détails. Là, ça commence à Je pense que réfléchir. la liste des courses, elle est grande là. Comment? Ah. Du coup, on les J'ai reprend un dans peu. l'ordre. Ouais, c'est mieux de les parcourir dans l'ordre si on peut donner quelques exemples et imager. L'idée, si vous êtes d'accord, c'est peut-être qu'on prenne thème par thème et puis en donnant des exemples, qu'on propose un petit peu des outils ou des façons dont on peut les travailler. Tout à fait. Allez, la sensibilité, sens par sens. Ah. Alors, Bah, c'est marrant que tu commences par ça. Moi, c'est un peu le thème du moment des hypersensibles que je reçois là en ce moment. Hypersensibilité à la lumière, euh, hypersensibilité au bruit, ça beaucoup. C'est-à-dire que pour vous donner un peu une échelle jusqu'où ça peut aller, quelqu'un qui mâche un chewing-gum, ça peut être insupportable pour un hypersensible en fait. Ah, eh ben il y en a deux, voilà. On est déjà masqué. Donc du coup, Valentin, vous tu faites dois passer faire partie. le Ah bruit du non, stylo. pas ça. Mais du coup, Valentin, tu dois être celui qui, s'il y a un ventilateur dans une pièce qui fait sonner tout doucement un carillon, tu vas être le seul à entendre le carillon. Pour vous donner l'exemple, il est capable d'entendre le ventilateur de mon ordinateur qui Ouais. augmente de cadence. Hmm. Oui, quand on est beaucoup en visio du coup et en appel,
Et s'il appelle depuis le téléphone ou depuis l'ordinateur, j'arrive à savoir si c'est l'ordinateur parce que j'entends la ventilation de l'ordinateur dans mes oreilles. Ouais. Voilà, Donc, tu as une Le- hypersensibilité auditive. J'entends le grésillement des peut-être, ouais. prises. B? Ah oui. Des prises. Ah oui, Ouais. c'est balèze. Le soir, je suis capable de dire à mon mari, il y a une prise là qui fait du bruit. Et je peux chercher longtemps avant de la débrancher, hein, parce que je ne dormirai pas. Mais du coup, voilà, en fait, Ouais, cette hypersensibilité sensitive. Alors après, on n'a pas fait les autres sens, mais il y en a certains, c'est la matière des vêtements qui va être insupportable. Ils vont plus porter du coton que du synthétique ou inversement parce que ça leur correspond pas. Certains vont pas porter de vêtements serrés parce qu'ils supportent pas. D'autres, c'est pas de vêtements larges parce qu'ils supportent pas. Enfin, ça, c'est vraiment différent de chacun. Pour la vue, il y a effectivement tout ce qui est luminosité, ça se joue beaucoup là-dessus. Pour le goût, certains ont un palais hyper sensible, donc tout ce qui est épicé, même tu mets une pointe de curry dans un plat, c'est impossible pour eux. Enfin voilà, il y a L'acidité. l'acidité et puis les odeurs. Ouais. Les odeurs, c'est quelque chose qui peut beaucoup gêner, même des odeurs qui paraissent, comment dire, vous allez dans un champ de lavande, ça sent bon quoi. Et ben, pour un C'est fort. hypersensible, ça peut sentir bon, mais ça peut sentir aussi très fort et devenir insupportable en fait. C'est ça, c'est pas l'odeur qui dérange, c'est ce qui est lié à l'odeur, c'est l'émotion que ça génère. Ça peut être une odeur qui va les mettre mal à l'aise ou qui va leur donner la nausée ou même qui va les faire stresser. Ça crée une réaction émotionnelle. Tu parlais de la vue tout à l'heure avec la lumière. Je pense à un enfant que j'ai reçu. Lui, c'était un motif qui était sur mon plaid, sur le canapé. Et le motif le dérangeait à un point qu'il fermait les yeux. Donc j'ai retiré le plaid, bien sûr. Mais ça peut être vraiment des choses. Chaque hypersensible va réagir de façon qu'on pourrait trouver excessive à un élément autour de lui. Le toucher, chez les enfants, on parle beaucoup des étiquettes sur les vêtements. Être obligé de couper toutes les étiquettes parce que c'est pas possible. Ils veulent pas les mettre, ça les gratte, ils se tortillent. Les étiquettes. Et c'est pas qu'ils sont casse-pieds, enfin peut-être, mais oui, ça casse les pieds, oui. c'est pas. Il faut comprendre pourquoi ils le font. En fait, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils soient casse-pieds, il y a forcément une raison. Et du coup, on passe quand même souvent à côté de cette notion d'hypersensibilité et on met juste ça sur le dos de l'enfant, il est casse-pied. Alors, enfant ou adulte. Parce que il y a des adultes hypersensibles qui s'ignorent et en fait, ils passent vraiment pour les relous de service, les casse-pieds, ceux qui s'attardent au moindre truc, au détail de l'étiquette qui gratte du truc. Oui, mais il y a une raison. Alors, heureusement, on parle beaucoup de l'hypersensibilité, du haut potentiel, qui est quand même quelque chose de très à la mode. J'ai envie de dire, heureusement que c'est à la mode parce qu'en fait, ça permet au moins de se poser la question sur mais qu'est-ce qui fait que cette personne ne va pas bien ou que je la trouve insupportable ou que voilà, ça permet de se poser cette question-là en fait. D'accord. En tout cas, ce que moi j'ai retenu en gros, c'est que voilà, en matière de sensibilité, c'est une question d'intensité. Et que c'est aussi une question de quelle est l'émotion qui est produite après en réaction à cette intensité-là. C'est ça qui va plus ou moins déterminer le côté casse-pied ou le côté bon enfant de l'adulte ou bien de l'enfant dans une situation que monsieur tout le monde considérait comme banale. Ok, et du coup, le deuxième point, c'est l'hyper-émotivité, c'est ça? On en arrive aux émotions, voilà. Donc ça peut être lié à la sensibilité première. Les émotions, c'est quelque chose de l'ordre du tsunami, en fait, chez l'hypersensible. C'est parfois complètement décalé même avec la situation. Vous pouvez voir quelque chose d'heureux et ça va vous faire pleurer. Vous pouvez avoir peur et en fait réagir en étant très en colère. Donc parfois c'est comme ça, ça part pas dans le bon sens. Ça peut être disproportionné, ça peut ne pas être du tout au bon moment. C'est-à-dire que ça va relativement bien et pourtant c'est à ce moment-là que l'émotion va sortir parce qu'on l'a emmagasiné depuis un bon moment.
Euh, voilà, le tsunami, je pense que c'est une bonne image. C'est quelque chose qu'on Mm. maîtrise pas, ça nous dépasse complètement au moment où ça arrive. Donc chez les Oui, et enfants, puis, on dit qu'ils font des caprices. et ça emporte les enfants, mais ça, enfin les enfants ou les adultes, mais ça emporte aussi toutes les personnes qui se trouvent autour à ce moment-là. Parce que c'est tellement décuplé que tout le monde en prend pour son grade, j'ai envie de dire. Alors, c'est une façon de parler, mais en fait, c'est vraiment la vague qui arrive, la vague émotionnelle. Alors, il faut se mettre à la place de la personne qui vit ces émotions-là pleinement. C'est pas simple parce que déjà, quand nous, on est extérieur et on voit cette personne hypersensible déballer ses émotions, on se dit, waouh, on est embarqué, mais il faut imaginer comment ça se passe à l'intérieur. Donc chez les C'est enfants et les clair. adultes. Mais du coup, c'est quoi comme émotion concrètement? C'est de la colère, c'est de la frustration, c'est Tout, Toutes. ah, tout peut être plus. C'est-à-dire que tu peux être, au lieu d'être heureux, tu peux être complètement, le mot m'échappe, mais enfin, vraiment que ta joie est complètement dingue presque. Tu es euphorique, voilà. Au lieu d'être un peu touché, tu vas être profondément triste. En fait, c'est encore une question d'intensité, comme l'essence. Pour t'illustrer, je vais te prendre en exemple, Aubin. Du coup, quand on a commencé, t'as fait ah, on va commencer. T'as manifesté ta joie en frottant tes mains. Oui, c'est le côté empathique de l'hypersensible, c'est que je perçois ta joie même à travers l'écran. Et du coup, tu as frotté tes mains en disant ouais, chouette, on va commencer. Et t'es parti sur ton discours de manière très posée. Un hypersensible pourrait, ça peut, mais ça ne peut pas aussi, hein, mais pourrait faire. Chouette. Alors, on va traiter du sujet de l'hypersensible qui va et qui va parler hyper vite parce qu'en fait, Va il est s'emballer. tellement content que voilà, son émotion là, qui est la joie, va le submerger. Il peut plus maîtriser quoi. C'est quelqu'un qui va se mettre à pleurer, mais à sanglots devant un film. C'est pas juste un peu de tristesse, c'est qu'il a vraiment l'impression que, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est mort pendant le film, et ben il a vraiment l'impression qu'il est mort. Il va le vivre comme s'il avait perdu quelqu'un. Entre l'empathie et l'hyperémotionnalité, ça explose. ouais, c'est clair. Et surtout, c'est mélangé. C'est ça le pire là-dedans. C'est pas l'un après l'autre. Ça vient en même temps. Ça peut. Après qu'on soit bien d'accord, il faut remettre aussi les choses à leur juste mesure. Là, on donne des exemples qui peuvent être extrêmes. Ça peut aussi se vivre beaucoup plus tranquillement ou à une intensité un peu moins forte que ce qu'on raconte là. Voilà, mais c'est important de le dire aussi parce que il faudrait pas croire que tous les hypersensibles explosent à n'importe quel moment. Non, c'est pas vrai. On n'est pas tous bons Et à puis, enfermer. oui, dit comme ça. Je me mets C'est plus dedans. exigeant. Ok, ok. Ça Du implique, du coup, coup, quand on passe au point suivant sur les relations sociales. mhm. Quand tu es dans une hyper-émotionnalité, quand tu es empathique avec les émotions des autres, tu disais Romain, ressentir la joie d'Aubin quand il lance le live, euh, ça fait que dans tes relations aux autres, ça peut parfois être compliqué. Parce que tu vas peut-être comprendre des choses, commencer à réagir, alors que la personne en face de toi, elle n'a pas du tout la même compréhension du moment. Donc, toi, tu vas anticiper, tu vas te dire, tiens, je la ressens un peu agacée, ou alors tu vas commencer à le prendre pour toi. Et puis, toutes les relations extérieures, enfin, à ce moment-là, les relations extérieures peuvent être vraiment perturbées par ton hyper-émotionnalité et ton empathie. Parce que tu as une compréhension, une interprétation du moment que les autres n'ont pas. En fait, tu as des capteurs. Tu as des capteurs tellement profonds que tu captes des choses en eux dont eux-mêmes n'ont pas encore conscience. Oui, ça peut. Tu peux capter des choses en eux et tu peux capter des choses qui sont pas là aussi. Parce que tu anticipes, tu interprètes.
c'est des gens qui regardent beaucoup, tu sais, l'expression des visages, des mains et tout, et qui vont prendre le moindre signe pour eux. Genre, si tu lèves un peu les sourcils, alors, moi j'ai le visage qui est très expressif, ça peut être interprété de 1000 façons différentes. Lever un sourcil, En ça peut fait, être je suis pas d'accord, ou qu'est-ce que tu racontes, ou ah bon, la surprise, ça peut être plein de choses. Un hypersensible, il a tout interprété. ça me fait penser à quelque chose quand on dit, monsieur, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. En fait, là, tout ce que vous ferez pourra être utilisé contre vous. Oui, Les Euh, hypersensibles sont des bons détectives. ah, ça c'est mais Parce clair. que du coup, je sais pas si c'est moi qui coupe ou si c'est vous, mais Non, de temps en temps, ça se coupe un peu chez toi, Romain, parce que je sens, mais c'est pas. Mais ça va, ça se produit juste une ou deux fois. Et on ça n'a pas t'entend. duré longtemps. ouais. Ouais, mais du coup, c'est moi qui dois couper. Pourtant, je suis. Bon, peu importe. Oui, du coup, je disais, les hypersensibles sont des bons détectives parce que justement, ils arrivent à percevoir chez l'autre l'état émotionnel. Il y a une maman qui m'a raconté que son fils, juste quand la maîtresse lui a pris la main à l'école, il, il savait qu'elle n'était pas bien, en fait, qu'elle était en colère, alors qu'elle ne savait même pas qu'elle était en colère. C'est quand il lui a dit, mais t'es en colère, juste comment tu me tiens la main, c'est pas comme d'habitude. Et du coup, c'est là qu'elle a pris conscience de sa colère en disant, mais ouais, zut, alors, quoi. Il l'a vu avant moi, quoi. Moi, C'est j'ai des dingue. cas qui arrivent régulièrement en réunion. T'as deux hypersensibles. Du coup, ils savent derrière ce que tu dis, ce que tu penses. Ils arrivent à capter ça. Et du coup, ils réagissent en fonction de ça. Et ça peut très vite dégénérer. Parce que là, on commence à réagir sur ce que l'autre ressent et pas sur ce que l'autre dit. Pour les non-dits, oui. Mm. Et ça reste Donc, intime ou pas? oui, c'est très compliqué parce que ça va vite. Ça va vite. Tu dis quelque chose, c'est ça. Mais si tu regardes que le discours, tu as l'impression qu'il n'y a rien de méchant. Mm. Ouais. Mais les micro-expressions. Ouais. Ok. Ça nous ramène du coup au point suivant. La créativité. Ah, on a perdu Romain. Ah, Je vais inviter. Je vous laisse le rattraper. Hop. Alors, il y a des petits commentaires, du coup, je n'avais pas forcément regardé. Au niveau professionnel, c'est également pas facile à gérer. Certains craquent parfois en pleine réunion quand ils se sentent attaqués. Oui, c'est un peu ce que tu disais, du coup, Aubin, en réunion, au travail, ça peut être compliqué parce qu'on perçoit des messages au-delà des mots et on les prend pour soi. On peut arriver aussi à se remettre un filtre pour éviter ça. C'est Mais c'est on pas, verra après les possibilités, enfin les outils qu'on a à disposition pour pouvoir soulager un peu ça. c'est pas évident. Non, mais c'est faisable. Franchement, il n'y a pas de fatalité et c'est important de se rassurer aussi. Une fois qu'on a posé un peu un diagnostic, en un sens que, voilà, qu'on regroupe certaines expressions de l'hypersensibilité, donc on commence à se connaître un peu. Il y a des outils et des choses très simples à mettre en place au quotidien. C'est jouer hein, ce qu'on disait sur la plasticité du cerveau qui est capable de s'adapter. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a un haut potentiel. Donc on peut Oui, faire des tout à choses. fait. Tout à J'enchaîne sur fait. la créativité pendant que Romain essaye de nous rejoindre. Oui, La créativité, c'est un des aspects de l'hypersensibilité. En fait, c'est une expression de l'hypersensibilité. Ça permet, en travaillant la créativité, d'extérioriser euh, tous ces éléments de sensibilité, d'empathie. Euh, un hypersensible a besoin de créer, il faut que ça ait du sens. Sont rarement des personnes qui s'épanouissent dans la répétition, dans les choses déjà faites. Il faut que ça porte un peu de saveur. Donc la créativité, c'est effectivement avec les 10 doigts, mais c'est aussi d'inventer même des concepts. C'est de créer un autre monde, c'est de créer l'avenir. Enfin, la créativité, c'est vraiment au sens très très large.
ça permet d'utiliser en fait son hypersensibilité. Donc, c'est pas quelque chose qu'on retrouve chez tout le monde, parce que la créativité, ça vient aussi, quelque sorte, de notre éducation, de notre entraînement, de cette habitude qu'on a à créer des choses. Donc, on ne l'a pas tous, mais c'est quelque chose que tous les hypersensibles pourraient développer pour soulager un peu leur quotidien, en fait. De s'autoriser à laisser sortir les idées qu'ils ont et à en faire quelque chose, pour que ça ait du sens. Donc ça, il faut se La l'autoriser. créativité, ouais, la créativité, il faut l'entendre sous le sens de l'adaptabilité, en fait. Ce qui va permettre à l'hypersensible de gérer tout ce qui est émotion, l'envahissement sensoriel ou des choses comme ça va être sa créativité, donc sa capacité à s'adapter à son environnement, aux personnes qu'il a autour de lui, en évitant le faux self, tu en as parlé Maud tout à l'heure, parce qu'en fait, s'il s'adapte trop, il oublie qui il est. Et donc, Et du coup, c'est comme s'il avait un masque en permanence sur le visage et qu'on pouvait jamais voir qui c'était, quoi. Mais ce qui va permettre à l'hypersensible de mieux accepter, de mieux gérer son quotidien, c'est ça, c'est cette créativité dans le sens de l'adaptabilité, quoi. tu transformes l'essai, en gros. Quand il t'arrive quelque chose, tu crées pour le transformer en quelque chose en positif. Tu le transmutes. Pardon? Tu le transmutes. C'est Ça, c'est bien ça. tu subis ton travail, et ben tu vas créer une opportunité pour changer, soit de poste, soit de chef, soit devenir ton propre chef. Mais c'est voilà, derrière, c'est créer l'opportunité. Ouais, je vois que Junior aimait les grands réalisateurs ou stylistes sont en général hypersensibles. Effectivement, c'est la créativité qu'ils ont trouvée pour exprimer leur hypersensibilité. Et effectivement, tu as beaucoup de personnes hypersensibles au potentiel qui sont dans le milieu du salariat, mais qui peuvent pas exploiter. Certains y arrivent très bien, mais d'autres n'arrivent pas à exploiter pleinement leur potentiel et leur créativité et finissent, la plupart, par se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ont le courage. Parce que, Pour ceux qui ont le courage. parce que le problème, c'est que même sans être capable de mettre les mots, ils sentent qu'ils sont différents, mais ils n'ont pas forcément le cadre pour. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est peur, incertitude, sécurité financière. Donc, il y en a aussi beaucoup qui peuvent finir déprimés à rester dans cet environnement-là, à être tués de l'intérieur. Tout à fait. Clairement, c'est ce qu'on disait, 90% des gens qui rentrent en consultation nous voir sont hypersensibles. Et ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils n'utilisent pas leur potentiel, qu'ils sont bridés, qu'ils sont malheureux. Et on tourne autour de ça. Hein. Et l'opportunité. Mais Grillage Mind est là pour les accompagner. Ah, exactement. Avec vous, bien sûr, avec vous. T'as oublié le petit logo contenu sponsorisé, Romain. Ah, oui. La prochaine, il aura un t-shirt carrément. Un petit pins. Le dernier point, du coup, on parlait du niveau cognitif. Le fameux esprit popcorn, c'est l'image que j'aime bien. Quand on parlait là tout à l'heure des gens qui sont salariés et qui se sentent pas à leur place, il y a notamment des cas de personnes, quand ils m'expliquent la situation, c'est qu'ils ont des idées, ils voudraient proposer, ils sentent qu'ils sont capables de faire des choses, sauf qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer. Et leur manager a besoin d'un PowerPoint bien carré et tout ça. Et en fait, un hypersensible, il est très intuitif, donc il sait où il veut aller, mais le cheminement, il est comme ça. Mais pour un hypersensible, c'est ok, ça fait pas peur. Mais pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible, bah, il se dit juste, oui, enfin, il est un peu fou, ou on n'y arrivera jamais, ou c'est pas comme ça que ça marche, il y a des procédures. L'hypersensible et les procédures, c'est pas forcément un truc qui va bien ensemble. Et donc, c'est souvent aussi pour ça qu'on en arrive à l'entrepreneuriat, parce qu'au moins, on suit son intuition, on sait où on veut aller, et puis le chemin, c'est le chemin, quoi. C'est pas le plus important. Mais voilà, le côté pas ordonné, très intuitif, effervescent, en fait, c'est compliqué, encore une fois, dans les relations sociales.
Ouais, tu parles des prix popcorn. Il y a aussi ce qu'on appelle la pensée en arborescence. C'est synonyme, hein, c'est la même chose. Mais pour illustrer un peu, je vais donner deux exemples. Par exemple, à l'école, c'est un enfant à qui on va lui demander 52 fois 168 combien ça fait. Il va vous donner le résultat. Et puis l'instit va dire, et comment t'as fait? Bah, je sais pas. Mais j'ai fait. J'ai réussi. Mais il a fait. Voilà. Mais parce que, en fait, ce qui se passe au niveau inconscient, c'est la vitesse de l'information est traitée de manière très, très rapide. Voilà. Mais ce qu'on cherche à l'école, c'est le raisonnement. Bon. Donc, du coup, il y a incompatibilité à cet endroit-là. Mais ceci dit, c'est des gens qui peuvent être très vite performants, mais qui n'ont pas la capacité d'expliquer comment ils ont fait. Et le deuxième exemple que j'aime bien donner en consultation, c'est dire, bah, je pense à j'ai un stylo devant moi, je regarde le stylo et je pense très vite à comment il est fabriqué, comment on fait de l'encre qui va dans le stylo, comment ça se fait que l'encre est cool, mais l'encre, du coup, ça vient d'un arbre. Alors de quel arbre? Et en fait, en 10 secondes, je suis parti de mon stylo et je suis arrivé sur une plage au Guatemala, quoi. Voilà, Tu pars très très loin. voilà. Donc bien sûr, exemple extrême à chaque fois pour bien comprendre, mais c'est l'idée en fait de cette pensée popcorn qui peut être épuisante en fait parce que c'est tout le temps, c'est tout le temps, Au cours de tous les dormir. jours, à n'importe quel moment, et un papillon qui passe, bah, ça va faire penser à autre chose alors qu'on était concentré sur sa tâche. Enfin voilà, et ça c'est la vitesse de traitement de l'information du cerveau qui fait que c'est comme ça. Voilà. Donc beaucoup d'hypersensibles ont des soucis de concentration aussi, hein. Mais de la concentration au sens de notre société. Parce que les neurosciences rappellent vraiment que comme nos deux hémisphères fonctionnent beaucoup plus vite, on est capable d'être concentré tout en écoutant autour. On est capable d'être spontané tout en étant réfléchi. On est capable d'être intuitif tout en étant hyper analytique et on peut être structuré tout en étant hyper créatif. Donc le fait d'être concentré aujourd'hui, c'est un concept qui correspond dans notre société au calme. Être concentré, ça veut dire pas bouger. Et en fait, un hypersensible, c'est un peu comme l'hyperactif. Il est concentré quand il bouge. Enfin, il peut l'être quand il bouge. Donc il y a des choses comme ça. Le problème vient plutôt de la compréhension de la société et du monde que des capacités à développer. Parce qu'il est capable d'être concentré, mais pas du tout de la même façon qu'un non hypersensible. Ben, justement, c'est pour ça que ça pose la question de l'appropriation de ces outils. Parce que déjà, pour le problème de structure, ben, je comprends un peu dans le milieu de l'entreprise, on a besoin quand on travaille en équipe de savoir où on va et comment on va y arriver. Même si le plan, c'est qu'on va le changer, on a besoin de cette visibilité, au moins pour communiquer. Et du coup, si tu n'es pas capable de dire en 3 points comment on va arriver à ton intuition, c'est problématique en fait. Donc, Il faut la question s'entourer. n'est pas. Oui, c'est très problématique parce que je me, je me retrouve dans beaucoup dedans, même avec Valentin, au début, en tout cas, quand on travaillait, ben, c'était un peu problématique parce que pour moi, du moment où on sait où on va, ça suffit. Mais c'est pas Mais rassurant. non, justement, non. Au moins pour que les autres puissent te critiquer et dire, parce que t'as peut-être une intuition, mais elle n'est pas peut-être la meilleure. Et les autres, en disant où tu veux aller et pourquoi tu veux y aller, ben là, ils ont le recul. Donc, je pense il y a des deux côtés. Il y a l'hypersensible qui a un travail d'adaptation, en tout cas de communication, mais il y a aussi peut-être la société qui a un travail peut-être de lui laisser plus de temps. Plus de temps ou juste plus de confiance. Parce qu'il peut être plus rapide même, mais il faut qu'il se sente rassuré dans un sens. Alors là, je reviens plutôt aux enfants, mais à force de dire aux enfants comment ils doivent faire, comment ils doivent réfléchir, ils s'autorisent plus à faire de leur propre, avec leur propre intuition et du coup, ils sont en échec scolaire. Si tu lui dis, ok, je te fais confiance, montre-moi, il arrivera au résultat et il sera fier et ça va nourrir encore ce potentiel qu'il a.
Alors que si tu lui dis, bah non, tu dois respecter, regarde, il y a un point A, un point B, un point C, et je veux que tu ailles jusqu'au bout dans le bon ordre. Pour lui, là, ça perd tout son sens, toute sa spontanéité, et du coup, bah, il arrête. Mm. Ça démotive. Donc, dans les deux sens, il Ok. faut que l'hypersensible puisse dire, fais-moi confiance, je te montre le résultat, ce sera OK. Et donc, il s'engage à faire quelque chose. Et du côté du non hypersensible, il faut qu'il entende qu'on ne réfléchit pas tous pareil. Mm. Et que c'est bien aussi de ne pas être dans la case. Ça fait encore du travail d'équipe, du travail de structure. C'est la petite échelle et la grande échelle, parce que pour que ce soit pris en compte au niveau de l'entreprise, il faudrait que ça ait été pensé en amont. Entreprise ou école, hein. Quand tu sors un tout petit peu de l'organisation qui a été décidée par le chef, bah, faut pouvoir l'expliquer, rassurer, accompagner. Et donc, faut parler, faut communiquer. Ouais, la clé, c'est ça, tu le disais tout à l'heure, Aubin, c'est finalement mieux communiquer d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Parce que des hypersensibles vont pouvoir, comment dire, avoir une pensée qui est très juste, très vite. Mais s'ils disent pas aux autres, je parle dans le monde du salariat, mais qu'ils n'expliquent pas aux autres, ben, moi je pense comme ça parce que j'ai une particularité, c'est que je pense hyper vite. Par contre, ensemble, on peut essayer de décoder quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place, parce que pour moi, ça me paraît tellement fluide, mais peut-être pas pour vous. Et peut-être qu'il y a des choses que vous allez m'apporter. Voilà, c'est aussi simple, ça paraît aussi simple que ça. Et c'est aussi à des personnes, parce que ça peut générer aussi soit des jalousies, soit des incompréhensions pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles, de dire, mais ok, tu nous sors ça de ton chapeau, mais comment tu fais, quoi? Parce que Nous, nous, ça on est fait, largués. on travaille dessus depuis Mais, longtemps, on n'y est pas, et toi, tu n'es pas capable d'expliquer. voilà. Mais au lieu de dire ça, peut-être de dire, ah, intéressant le résultat. Maintenant, on peut peut-être y réfléchir ensemble pour voir quelles sont les étapes, parce que moi, je vais pas aussi vite que Reproduire, toi. Voilà. pour reproduire. Hmm. Valentin, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'avais une question, c'est du coup, comment on fait, on a parlé un petit peu au travail, un petit peu à l'école, comment on fait pour communiquer avec les hypersensibles, que ce soit en famille ou dans un couple aussi? Très bonne question. Ce que je pense, moi, déjà, c'est qu'il faut pouvoir poser un mot dessus. Et effectivement, on n'est pas juste le casse-pied ou l'hystérique, mais de pouvoir dire, voilà, j'ai cette particularité, je suis hypersensible. Déjà, ça pose un peu un cadre. Et après, c'est la communication. C'est dire, là, je suis dans cette tendance-là, je sais pas, est-ce que je suis en difficulté parce que là j'ai une émotion, est-ce que je suis en difficulté parce que j'ai l'impression que tu comprends pas ce que je suis en train de te dire parce que j'arrive pas à te l'expliquer. Et en fait, plus on communique et plus c'est facile. Mais après, dans un couple, il peut y avoir un hypersensible, un non hypersensible, donc c'est compliqué. Il peut y avoir deux hypersensibles, c'est encore plus compliqué. Dans l'équation, tu peux rajouter des enfants hypersensibles, où là chacun Ça va à va, son ma rythme. petite. Donc, la première chose, c'est de savoir qu'on est hypersensible, d'accepter d'être hypersensible, parce que j'entends encore beaucoup trop de termes genre les émotions négatives. En fait, toutes les émotions sont utiles, c'est juste, faut apprendre à les gérer. Mais c'est utile d'être triste, c'est utile d'être en colère, tu as le droit d'être en colère. Donc voilà, réapprendre à accepter qui on est et la façon dont on fonctionne, et parler, communiquer. Plus ce sera su, euh, plus on pourra parler d'hypersensibilité sans penser à, ah bah oui, tu sais, le mec bizarre qui était dans ma classe en troisième. Parce qu'on en a tous eu, hein. Maintenant, quand on se questionne un peu, on se dit, ah ouais, mais en fait, peut-être qu'il était hypersensible. Et que si je l'avais su, bah, je l'aurais peut-être accueilli différemment. Ouais, c'est Junior qui disait, là je remontais sur les commentaires, il disait en fait hypersensible, c'est vécu comme un défaut. Mm. Effectivement, la plupart des personnes n'osent pas le dire parce que ils associent hypersensible à hyper émotif. Celui qui va pleurer dès qu'on va lui dire non, celui qui est, voilà. C'est, en fait, ça ne peut être vécu que comme un défaut à partir du moment où on ne l'assume pas. Quand on l'assume, on sait qui on est
Et du coup, c'est plus un défaut, ça devient comme un super pouvoir un peu quelque part. Parce que pour toutes les raisons qu'on a abordées depuis le début, c'est-à-dire que notre pensée va vite, on capte les émotions des autres, on a les sens développés et ça permet des fois d'entendre des choses que les autres n'entendent pas, ou de sentir des odeurs que les autres ne sentent pas. Enfin, et ça peut se transformer en super pouvoir. Et à partir du moment où on a cette vision-là de l'hypersensibilité en disant ça fait partie de moi et ça me porte, ça me stimule, et ben c'est là que on l'exploite pleinement. Et ça permet d'identifier aussi ses besoins, de quelles ressources j'ai besoin. Un hypersensible qui va être justement sensible au bruit, tant qu'il lutte contre ça, il va souffrir. Alors que le jour où il se dit, attends, je le sais, donc je vais avoir mes moments à moi où je vais me mettre un peu au calme. Je vais travailler peut-être en sophrologie une bulle de protection pour atténuer un peu les bruits ambiants, pour moins me laisser envahir. À partir du moment où tu comprends comment tu fonctionnes, tu peux trouver des outils. Alors que si tu débarques en disant, il n'y a rien qui va, mais je ne sais pas vraiment qui je suis, trouvez-moi des outils, là on part de zéro, on le fait. Hein. Mais vous allez gagner un peu de temps déjà à vous demander dans quelle case vous rentrez de l'hypersensibilité. C'est beaucoup plus facile à gérer et à vivre. Ouais, et c'est important de communiquer, on le répétera jamais assez, mais de communiquer là-dessus. Il y a des hypersensibles qui se sentent hyper stimulés H24 par peu importe, et qui ont besoin à un moment de se retrouver seuls. Et du coup, je te réponds, Valentin, sur le couple, par exemple. S'il y a une personne soit hypersensible, soit qui n'est pas hypersensible, le conjoint, et du coup, il va pas comprendre que l'autre a besoin de s'isoler. Parce que pour lui, tout va bien, en fait. Et c'est à l'hypersensible de dire, écoute, j'ai rien contre toi, c'est juste moi, j'ai besoin là effectivement, comme disait Maud, de mon quart d'heure de calme, ma demi-heure de solitude pour pouvoir être mieux avec toi après, quoi. C'est ça, c'est s'isoler, se ressourcer et revenir, bien, capable. On a repris un peu d'énergie et on peut y retourner. C'est tellement utile parce que les situations de couple qui vont très vite dans les interprétations, ça peut très vite dérailler. Surtout le fait de se mettre en solitude, ça peut être très mal pris. Ça peut être mal pris parce qu'on le prend pour soi, en fait. Tu t'éloignes de moi, alors que non. Je m'éloigne pas de toi, je me rapproche de moi-même pour être ensuite plus disponible. C'est quelque chose, je reçois beaucoup de mamans qui ont des enfants atypiques. Je me dis, mais il y a un moment, pensez juste que si vous êtes en bon état, c'est-à-dire si vous pensez à vous en premier, vous êtes plus capable de gérer ce qui vous entoure. C'est très vrai chez les hypersensibles. Pour pouvoir affronter ce tsunami dont on parlait, faut apprendre à surfer. Elle est belle, ma métaphore, non? J'aime beaucoup les métaphores et elle est très belle. Et les métaphores, il paraît que c'est le propre des hypersensibles. C'est ça. On aime bien les images, ça rejoint la créativité, ça rejoint tout ça. En fait, l'image est l'unité fondamentale de la créativité. Les choses émergent sous forme d'image. Avant, ils ne viennent pas sous forme de mots. On les transcrit en mots, mais c'est d'abord l'image qui ressort. Donc, c'est plus proche de la source, si on peut dire ça comme ça. Et l'image, alors là, c'est parce que en dehors de la sophrologie, je propose de l'hypnose aussi. En hypnose, on travaille énormément les symboles. Parce que les symboles, ça rejoint finalement, ça permet à ton inconscient d'y mettre tout ce qu'il veut. Dans un symbole, je prends toujours l'exemple en séance, je demande aux gens quel est l'animal le plus fort au monde pour vous. Ton animal à toi, Aubin, ce ne sera pas le même que le mien. Et personne n'aura raison ou tort. C'est juste que ton animal, ce sera celui qui représente tout ce que tu as vécu. Et tu n'en as peut-être pas conscience. On a un petit indice pour Robin. Oui, il est assez costaud en plus, celui-là, quand même. Il a beaucoup vécu celui-là. J'aurais pu dire la fourmi. Et pourquoi est-ce que la fourmi, elle serait moins forte que la baleine? Enfin, on peut débattre longtemps, mais l'idée, c'est qu'un symbole, c'est quelque chose qui ressort, qui fait ressortir toute ton histoire de vie. Et c'est pour ça que c'est important de travailler les images et qu'on le fait beaucoup en sophrologie.
Parce que dans une image, on y met tellement, tellement d'émotions, de souvenirs, de traumatismes, de joie. On peut tout y mettre sans avoir besoin de s'y confronter vraiment. Donc, c'est moins douloureux. Mhm. Donc, je retiens qu'en gros, avec la sophrologie, ben, il y a pas mal de chiffres qui peuvent aider là-dessus. J'ai entendu parler de la bulle qu'on peut se créer. Ça, c'est bien. J'ai entendu parler de l'hypnose qui utilise les images, là, avec les métaphores pour, qui se rapprochent au plus près de notre inconscient. Mhm. Euh, j'ai entendu parler du simple fait d'être capable d'avoir un peu des phrases de ressources pour expliquer à l'autre qu'on a des besoins qu'il comprendra peut-être pas, de solitude et d'autres, peut-être même de créativité aussi. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres outils, du coup, pour que la sophrologie peut apporter, Bah, je sais pas. la sophrologie, de toute façon, en soi, qu'on soit HPI, hypersensible ou pas, c'est avant tout aller se rencontrer soi-même, en fait. Si on vient, c'est qu'à un moment, on s'est coupé de soi, de ses ressentis physiques, émotionnels, mentaux, ses pensées. Enfin, voilà, il y a quelque chose où c'est le bazar. Et l'idée, c'est de remettre les choses en place pour se reconnecter un peu à soi. En fait, la sophrologie, c'est ça. Donc, du coup, pour les hypersensibles, là où c'est hyper intéressant, hypersensible, hyper intéressant, c'est que, bah, du coup, ils vont pouvoir mieux se connaître, c'est-à-dire mieux établir la relation corps-émotion, parce qu'une émotion provoque une sensation corporelle, et plus ils vont la connaître, plus ils vont pouvoir anticiper un énervement ou une joie qui va être trop forte. Et du coup, derrière, avoir des outils de respiration pour pouvoir tout de suite essayer d'apaiser ça pour éviter que ça prenne une ampleur phénoménale, quoi, le fameux tsunami. Voilà. Donc D'accord. après, finalement, mais ma réponse n'engage que moi, c'est la sophrologie pour les hypersensibles est la même que pour les personnes qui ne seraient pas, en fait. Il n'y a pas d'outils supplémentaires. Par contre, c'est dans la façon d'accompagner les personnes. Tu vois, quand je reçois des hypersensibles en cabinet, quand c'est le premier rendez-vous, je les reçois comme tout le monde. Donc, soit ils sont vraiment hypersensibles, ils le savent et ils le disent. Et comme ça, je suis vigilant, mais je suis d'autant plus vigilant quand ils ne le disent pas. Par exemple, quand je reçois des personnes et que le fameux ventilateur fait teinter mon rideau, et ben, un hypersensible auditif, par exemple, il va tout de suite, hop, c'est très furtif, mais il va poser le regard dessus parce que ça le dérange. Et ben, tout de suite, soit je tourne mon ventilateur, soit j'éteins le ventilateur. Enfin, voilà. Et en fait, finalement, c'est dans ma posture à moi, l'adaptation. Tu vois, enfin, c'est ça, du coup, là où je voulais en venir, c'est que ça va être dans la posture du thérapeute qui va permettre d'accompagner les HPI hypersensibles plus que la méthode en elle-même. C'est pour Mais ça que c'est ça pose important aussi. Pardon. C'est pour ça que c'est important, je trouve, de quand on en a conscience, de pouvoir le dire tout de suite à son thérapeute. Alors, on n'a pas tous besoin d'un thérapeute, mais on n'a pas tous besoin du même surtout. Et il faut que la personne en face soit adaptée. On n'est pas, enfin, en général, et Romain, tu m'arrêtes, hein, mais moi je reçois des gens qui ont déjà fait le tour de pas mal de monde. Et à chaque fois, c'est, bah, en fait, ça passe pas. Ils savent pas l'expliquer, mais ça passe pas. Et on discute quelques minutes et on a posé le terme d'hypersensible. C'est un sujet qui vous a intéressé et on commence à en parler. Et puis là, en fait, c'est la révélation. Ah bah oui, ah bah oui, c'est clair, je suis hypersensible. Ça semblait évident, mais si on vous le dit pas, bah vous vous sentez pas légitime. On sent le truc un peu à la mode aussi. Et ça, bah, malheureusement, ça joue pas toujours en la faveur de ceux qui se sentent hypersensibles. Et donc, on s'autorise pas à en parler parce que sinon, c'est oui, mais tu suis la tendance. En fait, à partir du moment où tu rentres dans les critères qu'on a donnés, bah, il vaut mieux l'accepter, le travailler et vivre de façon beaucoup plus ouverte, profiter en fait de son hypersensibilité. Pour en profiter, il faut déjà l'accepter, quoi. Oui, mais ça pose aussi une question beaucoup plus profonde parce que dans l'exemple de Romain, s'il a été capable de détecter ce côté futur, c'est parce que lui-même il est un hypersensible. Donc, c'est quelque part aussi le fait qu'il soit hypersensible et qu'il puisse déjà connaître le schéma d'un hypersensible qui fait qu'il est capable de détecter ça plus vite. Donc, le thérapeute en lui-même, s'il ne l'est pas, c'est très compliqué. Pour lui, ça va être un détail. Il Ou peut bien il quand va même, vouloir attendre.
il peut quand même avoir des outils, mais il posera pas le mot qui va rassurer et qui va donner la légitimité. Mais on n'est pas les seuls, Romain et moi, à travailler sur l'hypersensibilité. Bah Donc oui. voilà, heureusement, il y a des gens très très bien. Et puis encore une fois, faites-vous confiance. Si le thérapeute que vous avez rencontré, vous le sentez pas, et ben vous changez. Il n'y a pas de raison de se bloquer avec quelqu'un. Changez. Faites-vous Ouais, et confiance. puis, tous les thérapeutes ne sont pas hypersensibles, mais tous ont une sensibilité quand même. C'est pour ça qu'ils sont là à cette place-là, c'est qu'ils ont quand même une sensibilité, en tout cas je l'espère, mais ils ont cette sensibilité. Donc même si, alors effectivement, le non-verbal c'est quelque chose moi qui me parle énormément, donc la moindre posture qui change, tout ça, je vais la remarquer parce que c'est ma façon de fonctionner. Mais ceci dit, c'est peut-être pas la façon de fonctionner de Maud ni de quelqu'un d'autre en fait. Mais ceci dit, il y a quand même dans les mots utilisés, dans la façon de dire les choses, dans comment c'est vécu. Chez les thérapeutes, ça va forcément parler. Peut-être pas en termes d'hypersensibilité. C'est pour ça, heureusement, qu'il y a ce live aujourd'hui. Juste pour éclairer, on n'a pas la prétention de donner un cours, hein, pas du tout. Mais si ça permet d'éclairer et juste de se dire, OK, je vais aller me renseigner sur la question parce que ça me fait penser à quelqu'un et pourquoi pas. Voilà. Voilà. Mais tous les thérapeutes ont une sensibilité, de fait. Ou s'ils en ont pas, Ils se sont trompés de euh, voix. on se trompe de voix. J'osais pas le dire, mais oui, on va le dire comme ça. Oups, j'ai pas de suite. Cadeau à suivre. Ok, d'accord. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut peut-être revenir au niveau du HP, puisqu'au final, la question de départ, c'est comment il en fait un plein potentiel. Euh, c'est là maintenant, il fait qu'il fait l'hypersensibilité, il peut jouer sur son hypersensibilité. Est-ce que vous avez des cas de personnes, de transformation qu'il y a quand quelqu'un, justement, prend connexion avec lui-même grâce aux outils de sophrologie? Qu'est-ce que ça donne avant, après? Je peux parler d'un exemple d'un petit garçon qui arrivait parce que hyper émotif. Oui, il fait des crises à la maison, il dort pas, il a un sommeil agité, il est insupportable, à l'école il écoute rien, ça se passe pas bien. Donc on sent voilà tout le malheur du monde sur ce petit garçon et la maman un peu désespérée. Et puis je garde le petit garçon en séance et je me rends compte que ça tourne, mais ça tourne tellement vite dans sa tête, mais qu'il est aussi capable d'être hyper concentré. Que pour un petit garçon de 4-5 ans, il ferme les yeux, ce qui est assez rare. Il arrive à rentrer à l'intérieur de lui, il a un monde imaginaire et tout. Je me dis, bon, là, il y a quand même quelque chose. Et je commence à en parler avec lui. Comment tu te sens avec les autres à lui poser des questions qui ont l'air d'être un peu au-dessus de son âge, tu sais, à venir titiller un peu. Et puis en fait, ce petit garçon, il avait un potentiel mais incroyable, une compréhension de ce qui l'entoure incroyable, sauf qu'il s'ennuyait, qu'il n'était pas avec les bonnes personnes, qu'il était toujours en colère, ça le dépassait. Et puis quelques séances de sophrologie, on discute avec la maman, je lui conseille quand même de voir une psychologue, de voir s'il ne faudrait pas le faire tester HPI. Il est testé et évidemment, il dépasse le seuil d'HPI, donc il est diagnostiqué officiellement, donc on parle hypersensibilité. Ça a pris même pas 3 mois d'un petit garçon qui était complètement en échec scolaire, qui était violent, bagarreur, qui dormait pas. Bah, il a sauté une classe, il s'est épanoui, il s'est mis à lire tout seul. À la maison, il dort beaucoup mieux parce que sa maman a compris qu'en fait, il avait besoin d'être accueilli, que ses émotions, elles étaient légitimes et qu'il était fatigué en fait de réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, c'est un petit garçon qui sait où est sa place. Bien sûr que ça va continuer à bouger, hein, il y a du boulot tout le temps. Mais c'est ça en fait, c'est qu'une fois qu'on a les bons mots, qu'on lui a montré qu'on avait compris qu'il y avait quelque chose en lui et qu'il n'avait pas mis le doigt dessus parce que c'était un petit garçon, on l'accompagne. Et test ou pas test d'ailleurs, le test de QI n'est pas forcément obligatoire. C'est vrai qu'à l'école, ça facilite les choses. Il faut être clair. Après, quand ça arrive adulte, qu'on se pose les mêmes questions, la légitimité et l'étiquette, ça c'est chacun décide s'il a envie de le faire. Mais au moins là, il savait pourquoi il était un peu différent et pourquoi les gens ne comprenaient pas son fonctionnement. Et maintenant, il a sa place. Ça a pris du sens.
C'est bien ça. Ça, c'est Et bien là, ça. le thérapeute est Et content. Super. bah, forcément, et surtout que c'est un exemple très illustratif parce que il aurait fini dans la case de mauvaise note, on aurait dit que voilà. Mais en fait, c'est juste que il va trop vite et qu'il a besoin qu'on comprenne qu'il est différent. Bah, il s'ennuie. Tu sais, l'école, c'est quand même l'endroit où on répète tout le temps, tout le temps. Mm. Et la répétition chez les hypersensibles, chez les HPI et hypersensibles, c'est bon. C'est C'est la bon, maîtresse, j'ai punition, compris, tu me l'as déjà dit, c'est je la peux faire autre punition. chose. Oui, et puis en plus, il suffit que l'enfant hypersensible dise à son instinct, non mais c'est bon, j'ai déjà compris, il passe pour l'insolent de service, et du coup, il se passe un autre phénomène, c'est qu'il se retrouve rejeté, et les hypersensibles fonctionnent beaucoup à l'affect, enfin les HPI en fait, fonctionnent beaucoup à l'affect. Et du coup, si tu n'arrives pas à tirer la sensibilité, bah, par exemple, je reçois des enfants là, qui le sont en ce moment, beaucoup d'enfants, et bah, je leur dis, je fais oui, de toute façon, toi, quand tu penses justement en popcorn, peut-être les bruits te dérangent ou tu as du mal à comprendre les autres enfants parce que tu comprends plus les adultes. Enfin bon, voilà. Et c'est des enfants qui très vite me disent, bon, on se revoit demain parce qu'en fait, je suis venu juste leur dire, c'est bon, je sais qui tu es, t'as plus besoin de faire soit tout ton cirque, soit te cacher, soit faire des crises ou le clown, ou t'as pas besoin. Voilà, je sais qui tu es, on va pouvoir discuter entre personnes qui se comprennent. Alors, non pas que je me mets à la même hauteur ou à la même hauteur, c'est pas l'idée, mais c'est juste de dire, j'ai compris qui tu es, t'inquiète pas, ça va aller. Et du coup, ouais, déjà, là, 50% du travail est fait. Après, oui, les transformations, de toute façon, euh, elles sont, elles sont inhérentes au travail, comme pour toute personne. En sophro, on voit les évolutions. Après, ce qui va changer chez les HPI, du coup, c'est justement ça, c'est notre posture à nous, de comment on écoute ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils essayent de taire. Voilà. Oui, qu'il teste parce que c'est comme ça. Parce qu'en fait, Mm. dire que ça m'intéresse pas les enfants de mon âge, bah, on lui a dit, bah non, tu devrais avoir des copains, t'as 5 ans, amuse-toi. Ouais, mais en Mm. fait, lui, il a 5 ans, mais il a envie d'autre chose. Mm. Donc, c'est d'écouter ce qu'il a vraiment en lui et pas juste son âge. Ça, c'est passionnant, ça. Valentin, je te voyais, Ouais, ben, moi, le côté s'entendre avec des personnes plus âgées, Mm. j'étais un petit peu comme ça, en fait. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Au collège, c'était toujours avec quand j'étais au collège, avec les cinquièmes, les quatrièmes ou les troisièmes, quand j'étais juste en sixième ou en cinquième. Ouais. Au lycée, c'était avec des personnes qui n'étaient pas forcément au lycée. Et puis même maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si c'est un rapport, mais dans le projet de Village Mind, je suis plus jeune. Donc j'ai toujours été intéressé par des sujets un petit peu plus matures, je dirais, ou un petit peu plus, je sais pas, réfléchis. Mm. Donc ouais, ça me parle carrément. Ouais. Parce que ça te nourrit intellectuellement. C'est ça. Ça te C'est stimule. et de plus en plus, je pense, avec le côté un petit peu entrepreneuriat, je pense que quand on le développe, maintenant, au bout d'un certain temps, on devient insensible je dirais aux discussions un petit peu de base, tu vois. Ça nous touche plus, on a toujours besoin d'un truc toujours un peu plus. C'est vertueux, c'est un cercle vertueux, mais en même temps, bah, il y a des personnes au bout d'un moment où on se rend compte que ça colle plus forcément parce que bah, on a plus les mêmes centres d'intérêt ou on n'a plus le même niveau de discussion. Et donc, ça peut créer bah, des fois des décalages et de l'incompréhension chez certaines personnes. Mais clairement, les hypersensibles vont fuir tout ce qui est superficiel. Faut que ça ait du sens, faut qu'il y ait de la conversation, faut que ça stimule. C'est pour ça que tu peux pas parler à quelqu'un d'hypersensible. Alors, moi, je vois beaucoup d'enfants au cabinet. Je leur parle pas comme s'ils avaient 4 ans, quoi. On Tu peux commence à pas. leur donner une place parce qu'il faut qu'ils se sentent stimulés. Mm. C'est pas un enfant, t'es une personne. Et qu'est-ce que tu as à dire? Je t'écoute. hmm. C'est important voilà, qu'ils se sentent valorisés, qu'ils ne soient pas obligés de se suradapter tout le temps
à se réduire dans leur capacité parce que on leur a dit qu'ils étaient des enfants et qu'il fallait qu'ils jouent avec les gens de leur âge, quoi. Donc, il faut leur faire confiance. Après, c'est les dogmes un petit peu de la société qui sont compliqués à changer. Ouais. Bon, heureusement, les choses changent, mais c'est pas facile. De plus en plus, et puis l'entrepreneuriat, c'est une piste, et il faut saisir les opportunités, il faut, si on peut pas, parce que tu le disais, Aubin, des fois financièrement, matériellement, c'est compliqué de tout briser, hein. Il faut s'ouvrir à découvrir le monde, à voyager quand on peut. Il faut bouger, il faut se stimuler, il faut vraiment avoir conscience qu'on a besoin de se nourrir de l'extérieur. Justement, c'est là où il y a la notion de douleur. C'est que quand on passe trop longtemps bridé dans un contexte qui ne nous nourrit pas, la douleur qu'on ressent devient suffisamment forte pour nous faire le pas. Et là, Valentin, il parlait de tout ce qui le nourrit, mais avant d'y arriver, tu fais quand même face à ton hypersensibilité dans le côté positif et dans le côté négatif de la chose. C'est que l'entrepreneur te met face à tes insécurités. Et ça t'oblige à aller travailler. Et donc, c'est toujours un peu, comme tu disais, pile ou face. C'est-à-dire que tu as les deux, mais c'est au bout du tunnel que tu commences à acquérir le super pouvoir. C'est pas forcément d'entrée de jeu. Quand t'es déjà grand. La chance qu'on a maintenant dans notre société aussi, c'est qu'on a accès aux informations et que si j'avais un vœu à faire, c'est que les parents soient attentifs à ça et qu'ils évitent justement que leurs enfants se retrouvent dans de telles difficultés avant de se dire, tiens, il est peut-être juste un peu particulier et on va essayer d'accompagner son côté atypique et de voir comment on peut l'aider plutôt que de le forcer à devenir comme tout le monde. Ouais, et puis, je préciserai même que c'est pas parce qu'on est diagnostiqué HPI qu'on va être très performant en maths ou en sciences physiques ou en biologie. En fait, on a l'image du génie Einstein avec son QI hyper élevé, tout ça. Il y a en fait, HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Moi, généralement, j'enlève le I. Je garde juste le HP. Parce que du coup, il y a des personnes qui sont HP et qui vont être très manuelles, qui vont être très douées manuellement. Et du coup, alors ça demande un effort intellectuel d'être doué manuellement parce qu'il faut pouvoir très vite percevoir là où on veut aller et ce qu'on veut créer. Mais ma compagne, par exemple, elle pourrait être diagnostiquée HPI et pourtant elle a des difficultés aussi en français. Elle est bonne en maths, mais elle a des difficultés en français et pourtant elle est très créative, très très créative. Et je lui dis même, t'es une génie en fait, parce qu'elle pense à des astuces de bricolage qu'elle sort de je ne sais où. Et quand elle crée un meuble, elle a tout de suite l'image du meuble qu'elle veut créer, elle le réalise. Donc, en fait, c'est ça le côté haut potentiel, c'est le mot potentiel qui est intéressant, c'est que du coup, il faut pouvoir l'exploiter, que ce soit intellectuel, en français, en maths, en lecture, en écriture, comme tu veux, mais aussi en créativité manuelle, dans le sport, voilà. C'est choisir ce que tu as envie d'en faire. Ouais, c'est ça. Exactement, et c'est ça. Ce qui est pertinent, du coup, c'est que ça demande d'être ouvert d'esprit. C'est pas parce que l'école est un milieu où, quelque part, on fonctionne avec un système de notation sur des matières déjà cadrées que c'est forcément ton domaine d'application. C'est ça. Tu peux être très doué en maths. J'ai eu 20 au bac et j'en fais rien du tout. Parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Mais tu peux. Très bien. C'est bien, je pense que là, on a fait pas mal le tour. Là, on a eu quelques pistes de solutions très concrètes. Maud, tu avais un petit mot pour ton enregistrement, pour l'enregistrement de... Oui, alors juste avant le live, j'ai enregistré un petit exercice très simple quand Romain disait justement que la première étape, ça va être de se rencontrer, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de son corps et d'identifier ses besoins. Dans l'hypersensibilité, la première étape, c'est ça. Et ben, on vous a fait un petit exercice audio et vous n'avez qu'à brancher vos écouteurs et profiter de la séance. Donc, on le postera juste après. Ok. Merci beaucoup, Maud. Est-ce que demain, on peut conseiller des lectures? Oui, vas-y. J'en ai plusieurs. Je fais un peu de pub, mais c'est de la bonne pub, ça va.
Pour c'est Monique de Kermadec, donc l'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. Donc justement pour les personnes HPI, mais elle s'attarde beaucoup sur les caractéristiques du HPI. Donc tout ce qu'on vient d'abord, et notamment l'hypersensibilité. Voilà. J'ai la version illustrée, mais faite par quelqu'un d'autre et qui tient un compte Instagram en plus, Chloé Rayure, qui est très bien fait. Rayure et rature. Ah, c'est bien ça. Déjà, la première, elle attire avec le petit dessin. Ouais, mais elle est, voilà, je trouve que c'est, en fait, ça reprend aussi les items du livre que j'ai montré juste avant, ajouté à son expérience à elle et à ses illustrations parce qu'elle est illustratrice, donc c'est vraiment, enfin, elle est vraiment très bien, je le conseille. Le Et zèbre, après, c'est l'image du HPI qu'on appelle souvent zèbre, pour ceux qui se demandent. et un dernier que j'ai lu, que je viens de finir, qui est une biographie de Maurice Barthélémy et Robin des Bois, donc de toute la troupe, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, tout ça, qui a découvert son hypersensibilité sur le tard, une fois adulte, Avec et sa qui fille. raconte comment. Avec sa fille, c'est ça, hein? Je sais pas si tout le monde m'entend. Si. Si, ouais. Dedans, il y a des encarts de la psychologue qui l'a accompagné et qui sont des éclairages plus intellectuel. En fait, lui, il raconte sa vie et dedans, il y a des encarts plus techniques sur la psychologie et le fonctionnement des hypersensibles. Enfin, voilà, hyper intéressant ces 3 livres-là à lire. C'est bien, c'est bien. Je pense que ce sera intéressant pour ceux qui écoutent d'avoir déjà des exemples plus terre à terre, plus proches d'eux, pour soupçonner s'ils le sont ou pas, si leurs enfants le sont ou pas, si leurs cousins, leurs proches, ils pourront peut-être comprendre. Ah, ouais, je comprends mieux, et ainsi de suite. Et je pense que c'est important pour la conscientisation. Le simple fait d'en avoir conscience, c'est déjà un premier pas. Ok. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à proposer. Ah, Valentin nous a perdu Valentin. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Après, on pourrait en parler des heures, mais Explorez-vous déjà et ce sera une première étape ensuite pour travailler dessus. Ah, c'est le ouais, mot de la bien réinsister aussi sur le fait que c'est pas un handicap, c'est une vraie force. Et il faut pouvoir l'assumer. Et alors pour ça, soit on arrive à le faire tout seul, soit c'est important de se faire accompagner par un thérapeute, peu importe lequel, du moment qui convient en fait. Psychologue, hypnothérapeute, sophrologue, enfin peu importe le thérapeute, Trouver mais votre méthode. ouais, c'est ça. Ben, ça, ce sera le mot de la fin. Je rajoute que, voilà, Maud fera publier le contenu audio et puis, comme ça, on mettra les infos pour savoir où ça se trouve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, peut-être en commentaire, comme ça, Maud et Romain pourront y répondre de façon proposée. En tout cas, je vous dis déjà merci à tous les deux, à tous les trois, vu que tu allais juste nous quitter à la fin. Et du coup, ben, on est dans la bonne lancée. L'objectif, c'est de toucher d'autres problématiques, comme le perfectionnisme. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous, à ceux qui nous ont écoutés, et merci à vous tous. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.